Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à calculer des probabilités conditionnelles et à étudier l'indépendance de deux événements. D'abord, probabilité conditionnelle. Qu'est-ce que cela signifie et comment on calcule des probabilités conditionnelles? On va considérer deux événements A et B d'un univers oméga muni d'une loi de probabilité P. Cette phrase-là, on ne va pas la répéter sans cesse. Donc, à chaque fois qu'on a deux événements A et B, on considère donc que ce sont des événements d'un univers oméga muni d'une loi de probabilité P. Dans notre cas, on a donc deux événements A et B avec P de A différents de 0. La probabilité de l'événement que l'on appelle B sachant A et que l'on note donc P de B sachant A de cette manière-là, probabilité de B sachant A, est définie par la formule P de B sachant A égale P de A inter B sur P de A. C'est donc le quotient de P de A inter B et de P de A. Et c'est pour cela que l'on avait besoin que P de A soit différent de 0. Une application de cette formule, A et B sont deux événements tels que P de A égale 0,4, P de B égale 0,6, P de A inter B égale 0,3. On nous demande de calculer P de B sachant A et P de A sachant B. C'est donc application directe de la formule. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. P de A inter B 0,3 et P de A 0,4. Donc 3 quarts. P de B sachant A est donc égal à 3 quarts. P de A sachant B, donc on modifie la formule en conséquence, on a toujours P de A inter B, ou B inter A, c'est la même chose au numérateur, et au dénominateur P de B. P de A inter B toujours égal à 0,3, et P de B 0,6. 0,3 sur 0,6, 1,2. Donc, si on a P de A inter B et P de A, on peut calculer P de B sachant A. Si on a P de A inter B et P de B, on peut calculer P de A sachant B en utilisant tout simplement cette formule. Nous allons maintenant déterminer des probabilités conditionnelles à partir d'un énoncé, c'est-à-dire sans utiliser la formule que nous avons apprise. On répartit les 120 personnes qui ont déjeuné dans une brasserie dans le tableau à double entrée suivant. Donc on les répartit selon deux critères, selon qu'elles ont pris ou non un dessert, selon qu'elles ont pris ou non un café. Donc ici, par exemple, on a 15, dessert oui, café oui, c'est-à-dire sur les 120 personnes qui ont déjeuné, 15 personnes ont pris à la fois un café et un dessert. Ici, 40 à la colonne non et la ligne non, c'est-à-dire que sur les 120 personnes qui ont déjeuné dans ce restaurant, 40 personnes n'ont pris ni café ni dessert. On choisit une personne au hasard parmi les 120 personnes qui ont déjeuné dans ce restaurant. Donc on en choisit une au hasard. On appelle D et C respectivement les événements suivants. Le client a pris un dessert, ça c'est l'événement D. Le client a pris un café, ça c'est l'événement C. On nous demande de calculer probabilité de C sachant D, probabilité de D sachant C, probabilité de C bar sachant D bar, sans utiliser de formule, par lecture directe des chiffres du tableau. Calcul de P de C sachant D. P de C sachant D, c'est-à-dire que l'on sait que la personne que l'on a choisie a pris un dessert. Si on sait que la personne qu'on a choisie a pris un dessert, cette personne fait donc partie des 25 personnes qui ont pris un dessert. Donc l'univers de notre expérience aléatoire, ce ne sont plus les 120 personnes qui ont déjeuné dans cette brasserie, mais les 25 personnes qui ont pris un dessert. Donc on limite notre travail à ces 25 personnes. Sur ces 25 personnes, 15 ont pris un café, vous voyez, oui, 15. Sur ces 25 personnes, 15 ont pris un café. Donc P de C sachant D, la probabilité d'avoir pris un café sachant que l'on a pris un dessert. Donc nombre de cas favorables, 15, sur nombre total de cas, 25. Et 25 et non pas 120. 25 parce que on se limite à ceux qui ont pris un dessert, sachant que la personne a pris un dessert. Donc 15 sur 25 égale 3 sur 5. P de D sachant C, quelle est la probabilité que la personne ait pris un dessert, sachant qu'elle a pris un café. Sachant qu'elle a pris un café, c'est-à-dire donc que la personne que l'on a choisie, on sait déjà
qu'elle fait partie des 70 personnes qui ont pris un café. Donc on a une information supplémentaire. Ce n'est pas une personne quelconque parmi les 120, c'est une personne parmi les 70 qui ont pris un café. Donc l'univers de l'expérience ici, comme on a le sachant, est limité aux 70 personnes qui ont pris un café. Donc sur cet univers, le nombre total de cas, 70. Le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont pris un café, c'est 15. 15 parmi ces 70. Donc probabilité de D sachant C, c'est 15 sur 70, c'est-à-dire 3 sur 14. P de C bar sachant D bar maintenant, c'est-à-dire sachant que la personne n'a pas pris de dessert, quelle est la probabilité qu'elle n'ait pas pris de café non plus? Donc sachant qu'elle n'a pas pris de dessert, ça restreint notre univers aux personnes qui n'ont pas pris de dessert, donc aux 95 personnes qui n'ont pas pris de dessert. Donc au dénominateur, le nombre d'issues total, c'est 95. Au numérateur, le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire le nombre d'issues qui réalisent l'événement n'a pas pris de café, c'est 40. Donc 40 sur 95, on simplifie par 5, 8, 19e. On considère l'expérience aléatoire suivante. On lance une pièce. Si on obtient face, on lance un dé à 4 faces, numéroté donc 1, 2, 3, 4. Et si on obtient pile, on lance un dé normal, donc 6 faces, numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. On appelle F l'événement obtenir face au lancer de la pièce et T l'événement obtenir 3 au lancer du dé. On nous demande de déterminer probabilité de T sachant F et probabilité de T bar sachant F bar. Calcul de probabilité de T sachant F. Sachant F, c'est-à-dire que l'on a obtenu face. Si l'on a obtenu face, on a donc lancé un dé qui a 4 faces. Ces faces sont numérotées 1, 2, 3, 4. Donc quelle est la probabilité de T sachant F? Au dénominateur, le nombre d'issues total, c'est-à-dire 4, 1, 2, 3 ou 4, et au numérateur, le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire le nombre d'issues qui réalisent l'événement 3, et il n'y en a qu'une, le dé tombe sur 3. Donc 1 sur 4. P de T sachant F égale 1 sur 4. Maintenant, P de T bar sachant F bar, c'est-à-dire la probabilité de ne pas obtenir 3, sachant que l'on n'a pas obtenu face. Donc sachant F bar, sachant que l'on n'a pas obtenu face, c'est la même chose que sachant pile. Donc on a obtenu pile. Si on a obtenu pile, on a lancé un dé normal, c'est-à-dire un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité, quand on lance un dé à 6 faces, de ne pas obtenir 3? Ne pas obtenir 3, ce sont les issues, donc 1, 2, 4, 5, 6. Il y en a 5. Sur le nombre total d'issues, 6. Probabilité de T bar sachant F bar est donc égale à 5 sixièmes. Vous allez maintenant apprendre la formule des probabilités totales. De quoi il s'agit? On a deux événements A et B, et on cherche à calculer la probabilité de l'événement B. Qu'est-ce que l'on connaît? On connaît P de A, on connaît P de B sachant A, et on connaît P de B sachant A bar. Donc on connaît trois valeurs, P de A, P de B sachant A, et P de B sachant A bar, et on cherche à calculer P de B. Et la formule des probabilités totales nous donne donc le résultat, P de B égale P de A fois P de B sachant A, plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Je rappelle que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc si on connaît P de A, on connaît aussi P de A bar. Donc je rappelle le résultat que je viens d'énoncer. Je cherche à calculer probabilité de B, la probabilité d'un événement B. Je connais la probabilité d'un événement A, la probabilité de B sachant A, la probabilité de B sachant A bar, et la formule des probabilités totales me permet de calculer P de B. Nous allons maintenant justifier cette formule. Donc, on a deux événements A et B, avec P de A différent de 0 et P de A bar différent de 0. P de B sachant A, on sait le calculer. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et donc, P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. P de B sachant A bar, on sait le calculer. P de B sachant A bar, c'est P de A bar inter B sur P de A bar. Donc, P de A bar inter B, c'est P de A bar fois P de B sachant A bar. Vous voyez ici, et là, on a les deux termes que l'on retrouve dans la formule des probabilités totales. Maintenant, on va représenter sur un schéma ce que sont A inter B et A bar inter B. Voici notre univers oméga. On a A ici et A bar ici. Toute issue qui n'est pas dans A est dans A bar. Toute issue qui n'est pas dans A bar est dans A.
Donc A et A bar constituent une partition de oméga. Et voici l'événement B. Alors B, ici on a A inter B et ici on a A bar inter B. Vous voyez? Et B est la réunion de A inter B et de A bar inter B. Probabilité de B, c'est donc probabilité de A inter B plus probabilité de A bar inter B moins probabilité de l'intersection de A inter B et de A bar inter B. Mais A inter B et A bar inter B n'ont pas d'issue en commun, parce que vous ne pouvez pas avoir une issue qui soit à la fois dans A bar et dans A. Donc, la probabilité de A inter B inter A bar inter B est égale à 0. Et donc, probabilité de B égale P de A inter B plus P de A inter B. Il n'y a pas moins P de l'intersection, parce que moins P de l'intersection est égal à 0. Donc P de B égale P de A inter B plus P de A bar inter B. La probabilité de B, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Et probabilité de A inter B, justement, c'est P de A fois P de B sachant A. Et probabilité de A bar inter B, c'est justement P de A bar fois P de B sachant A bar. Et voici donc la formule des probabilités totales qui permet de calculer la probabilité d'un événement B, connaissant la probabilité d'un événement A, la probabilité de B sachant A et la probabilité de B sachant A bar. Nous allons tout de suite faire des exercices pour nous entraîner à utiliser cette formule. Une application directe de la formule des probabilités totales. On a deux événements A et B, P de A égale 0,4, P de B sachant A égale 0,6, P de B sachant A bar égale 0,3, on nous demande de calculer P de B. On connaît donc P de A, P de B sachant A, P de B sachant A bar, on nous demande de calculer P de B, c'est une application directe de la formule des probabilités totales. P de B est égal à P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. On connaît P de A, 0,4, on connaît P de B sachant A, 0,6, P de A bar, on ne le connaît pas directement, mais on sait que P de A bar, c'est 1 moins P de A, donc 1 moins 0,4, et P de B sachant A bar, 0,3, on le connaît. 0,4 fois 0,6, 0,24, ici 0,6 fois 0,3, 0,18, donc P de B égale 0,42 par application directe de la formule des probabilités totales. Une autre application de la formule des probabilités totales, on considère donc une expérience aléatoire qui consiste à tirer successivement et sans remise 2 boules dans une urne contenant 5 boules, 3 rouges, 2 noirs. Donc sans remise, ça veut dire qu'on tire une première boule, qu'on la met de côté, on tire ensuite une deuxième boule. On désigne par R1 l'événement la première boule tirée est rouge, et on définit de la même manière R2, c'est donc la deuxième boule tirée est rouge. On nous demande de calculer P de R1, P de R2 sachant R1, P de R2 sachant R1 bar, et d'en déduire par la formule des probabilités totales, P de R2. Calcul de P de R1 d'abord. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge quand on tire une boule dans une urne où il y a 5 boules dont 3 rouges? On est dans une situation d'équiprobabilité. Chacune des boules a la même probabilité d'être extraite. Donc P de R1 égale nombre de cas favorables sur nombre total de cas. Nombre de cas favorables, combien y a-t-il de boules rouges dans cette urne? 3. Nombre total de cas, combien y a-t-il de boules dans cette urne? 5. Donc P de R1 égale 3 sur 5. P de R2 sachant R1. Sachant R1, c'est-à-dire que l'on a tiré une première boule rouge qu'on a mis de côté. Donc si on a tiré une première boule rouge que l'on a mise de côté, le deuxième tirage se fait dans une urne qui ne contient plus que 4 boules, dont 2 rouges et 2 noirs, parce qu'une des rouges a été enlevée. Quelle est la probabilité dans une telle urne où il y a 4 boules, dont 2 rouges, de tirer encore une boule rouge? Nombre de cas favorables sur nombre total de cas. Nombre de cas favorables, c'est le nombre de boules rouges que l'on a, 2, et nombre total de cas, 4, 2 sur 4, 1 demi. Maintenant, P de R2 sachant R1 bar. Si on n'a pas tiré une rouge au premier tirage, on a donc tiré une noire, et donc la composition de l'urne est la suivante, 3 rouges et une noire, parce qu'on a tiré une noire que l'on a mise de côté. Quelle est la probabilité de tirer une rouge dans cette urne où il y a donc 3 rouges et une noire, nombre de cas favorables sur nombre total de cas, nombre de cas favorables, c'est le nombre de rouges qu'il y a dans l'urne, 3, et nombre total de cas, c'est 4, le nombre de boules qu'il y a dans l'urne, 4. Donc 3 sur 4. On a donc P de R1 égale 3 cinquièmes, P de R2 sachant R1 égale 1 demi, P de R2 sachant R1 bar égale 3 quarts. Maintenant, on va utiliser la formule des probabilités totales pour calculer P de R2.
On connaît donc P de R1, P de R2 sachant R1, P de R2 sachant R1 bar. On peut donc calculer P de R2 en appliquant la formule des probabilités totales. P de R2, c'est P de R1 fois P de R2 sachant R1 plus P de R1 bar fois P de R2 sachant R1 bar. P de R1, c'est 3/5, P de R2 sachant R1, 1/2. P de R1 bar, c'est 1 moins P de R1, donc 1 moins 3/5. Et P de R2 sachant R1 bar, on l'a calculé, c'est 3/4. Donc, on simplifie, on obtient 3/5. P de R2 égale 3/5. La probabilité de tirer une deuxième boule rouge est égale à 3/5. Vous allez maintenant apprendre à représenter une situation, c'est-à-dire une expérience aléatoire, par un arbre pondéré. Et on va voir comment cette représentation peut nous aider à calculer des probabilités. Pour cela, nous allons reprendre le même exercice que l'on vient de faire, donc l'exercice où on tire successivement et sans remise 2 boules dans une urne contenant 5 boules, 3 rouges, 2 noirs. On désigne par R1 et R2 les événements, la première boule est rouge, ça c'est l'événement R1, et R2 c'est l'événement, la deuxième boule est rouge. On va représenter cette situation par un arbre pondéré, on va voir ce que cela signifie, et ensuite calculer P de R1 inter R2 et calculer P de R2. On avait déjà calculé P de R2 avec la formule des probabilités totales, et là on va calculer de nouveau P de R2, mais en nous appuyant sur l'arbre pondéré que l'on aura construit. Nous allons maintenant voir ce que cela signifie de représenter cette situation par un arbre pondéré. D'abord, donc, on tire successivement 2 boules dans cette urne. La première épreuve, donc, on tire une première boule. C'est le premier tirage. Le premier tirage, il y a 2 possibilités. Soit on tire une rouge, donc c'est l'événement que l'on a appelé R1, soit on ne tire pas une rouge, l'événement que l'on a appelé R1 bar. Et on représente cette double possibilité par un arbre. On va appeler cela les branches de l'arbre. Et donc, il y a 2 branches. Au premier tirage, soit on a tiré une rouge, soit on n'a pas tiré une rouge. Ensuite, on va représenter le deuxième tirage, ici, par 2 autres branches, ici, et là, qui se greffent sur les extrémités de la première branche. Une fois que le premier tirage a donné une boule rouge, si on a tiré une boule rouge au premier tirage, 2 possibilités. Pour le deuxième tirage, soit on tire une boule rouge, soit on ne tire pas une boule rouge. Et idem ici, si on n'a pas tiré une boule rouge, c'est-à-dire si on a tiré une noire, il y a 2 possibilités pour le deuxième tirage, soit on tire une boule rouge, soit on ne tire pas une boule rouge. Cet arbre permet de visualiser la situation. On a les 4 issues possibles de cette expérience aléatoire. R1, R2, R1, R2 bar, R1 bar, R2, R1 bar, R2 bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tirage d'une rouge au premier tirage et d'une rouge au deuxième. Une rouge au premier, une noire au deuxième. Une noire au premier tirage et une rouge au deuxième, une noire au premier et une noire au deuxième. Ce sont les 4 issues de cette expérience aléatoire que l'on a représentées sur cet arbre, donc avec des branches. Maintenant, un arbre pondéré. On va porter des probabilités sur ces différentes branches. Pour le premier niveau, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ici, probabilité de R1 et ici, probabilité de R1 bar. Probabilité de R1, on l'avait déjà calculé. Probabilité de R1 bar aussi. Donc, sur le premier niveau de l'arbre, on va porter P de R1. P de R1, donc, est égal à 3/5. Et ici, 2/5. Une règle générale, au niveau des arbres pondérés, c'est que les branches qui partent d'un nœud, ici c'est le cas, la somme des probabilités portées par les branches qui partent d'un nœud est égale à 1. 3/5 plus 2/5 égale. Maintenant ici, quelle probabilité on va poser ici sur cette branche-là? Cette branche-là, c'est R2 sachant R1. On sait que l'on a tiré une rouge au premier tirage et on a une rouge au deuxième tirage. C'est R2 sachant R1. Et P de R2 sachant R1, on l'avait calculé. Donc P de R2 sachant R1, c'est 1/2, ici. Et toujours la même règle, P de R2 bar sachant R1, c'est donc 1 moins 1/2, c'est-à-dire 1/2. Je rappelle cette règle, quand on a ici des branches qui partent d'un nœud ici, donc les probabilités, la somme des probabilités portées par ces branches est égale à 1. Donc 1/2 plus 1/2 égale 1.
3 cinquièmes plus 2 cinquièmes égale. Maintenant, ici, on va avoir P de R2, sachant R1 bar. P de R2, sachant R1 bar, on l'avait calculé, c'est 3 sur 4. Donc ici, 3 quarts, et ici 1 quart, parce que la somme doit faire 1. Et maintenant, on a un arbre pondéré, c'est-à-dire que cet arbre pondéré représente absolument toutes les informations que nous avons sur cette expérience aléatoire. Alors évidemment, on n'a pas le nombre de boules, on a des ratios ici, mais on a l'essentiel de l'information qui nous est utile pour calculer toutes les probabilités que l'on pourrait souhaiter calculer. Donc voici l'arbre pondéré qui représente cette situation. Maintenant, nous allons utiliser cet arbre pour calculer P de R1 inter R2 et P de R2. Alors l'arbre en lui-même ne fait pas de calcul. On s'appuie sur l'arbre, c'est-à-dire qu'on utilise cet arbre, et cet arbre nous facilite la vie pour faire les calculs, justement. Nous allons maintenant calculer la probabilité de R1 inter R2. Dans un premier temps, on va oublier l'arbre. On cherche à calculer probabilité de R1 inter R2. On sait que probabilité de R1 inter R2, c'est probabilité de R1 fois probabilité de R2 sachant R1. Pourquoi? Parce que probabilité de R2 sachant R1, si on applique la formule, c'est probabilité de R1 inter R2 sur probabilité de R1. Je vais l'écrire là. Donc ça, c'est probabilité de R1 inter R2 sur probabilité de R1. Ça, c'est la définition de probabilité de R2 sachant R1. Et si on multiplie cela par probabilité de R1, on simplifie par probabilité de R1 et on obtient probabilité de R1 inter R2. Donc, probabilité de R1 inter R2, c'est P de R1 fois P de R2 sachant R1. P de R1, on le connaît, c'est 3 cinquièmes. P de R2 sachant R1, c'est 1 demi. On l'avait marqué ici. Donc, 3 dixièmes. P de R1 inter R2 est égal à 3 dixièmes. Maintenant, je reviens à l'arbre. Donc voici l'arbre pondéré et je me demande où est l'événement R1 inter R2, c'est-à-dire c'est une issue. Il y a 4 issues finalement à cette expérience aléatoire. R1, R2, c'est-à-dire une rouge au premier tirage et une rouge au deuxième tirage, R1 inter R2. Ici, R1 inter R2 bar, c'est-à-dire une rouge au premier tirage et une noire au deuxième tirage. Ici, R1 bar inter R2 et ici, R1 bar inter R2 bar. Donc R1 inter R2 est là. Et on cherche la probabilité de cet événement-là. Et là, on va donner la deuxième règle concernant les arbres. La deuxième règle est la suivante. Si on a un événement ici, on va chercher le chemin qui mène à cet événement-là. C'est quoi le chemin qui mène à cet événement-là? C'est ici les doubles barres. Ce chemin-là mène à R1 inter R2. Et la probabilité de R1 inter R2 est tout simplement égale au produit des probabilités qui sont sur les branches qui constituent ce chemin. Quelles sont les branches qui constituent ce chemin? Cette branche-ci et cette branche-là. Et donc P de R1 inter R2 est égal à 3 cinquièmes fois 1 demi. 3 cinquièmes fois 1 demi égale 3 dixièmes. Et donc, si on veut calculer par exemple la probabilité de R1 inter R2 bar, on va regarder le chemin qui va à R1 inter R2 bar, donc le voici. Et quelle est la probabilité de R1 inter R2 bar? 3 cinquièmes fois 1 demi. La probabilité de R1 bar inter R2, 2 cinquièmes fois 3 quarts. Et la probabilité de R1 bar inter R2 bar, 2 cinquièmes fois 1 quart. Donc on peut utiliser cet arbre pour écrire des formules qu'il faut de toute façon écrire, mais ça nous facilite le calcul. Donc on va dire P de R1 inter R2, qui est ici, c'est P de R1, parce qu'on sait que ça c'est P de R1, fois P de R2 sachant R1, égale donc 3 cinquièmes fois 1 demi, parce qu'on sait qu'ici on a P de R1, et on sait qu'ici c'est P de R2 sachant R1. Donc on n'a plus besoin d'apprendre la formule par cœur, on va dire P de R1 inter R2 égale P de R2 sachant R1 fois P de R1, donc 1 demi fois 3 cinquièmes. Nous allons maintenant calculer P de R2. On l'avait déjà calculé dans l'exercice précédent en utilisant donc la formule des probabilités totales. On avait dit que P de R2, c'était P de R1 fois P de R2 sachant R1 plus P de R2 sachant R1 bar fois P de R1 bar. Et alors, si on regarde notre arbre, P de R1, il est ici, donc 3 cinquièmes, fois P de R2 sachant R1, ici 1 demi, donc 3 cinquièmes fois 1 demi, plus P de R1 bar
ici, 2 cinquièmes, fois P de R2 sachant R1 bar, R2 sachant R1 bar, 3 quarts. Donc, à minima, cet arbre, il sert, quand on veut ici renseigner les valeurs qu'il y a dans notre formule, on les lit directement sur l'arbre. Donc, 3 cinquièmes, 1 demi, 2 cinquièmes, 3 quarts, et P de R2 égale 3 cinquièmes. Maintenant, revenons à l'arbre. Donc, supposons que l'on ne connaisse pas très bien cette formule des probabilités totales, et on se dit comment on va calculer probabilité de R2. Alors, comment on fait? On regarde où est-ce que l'on a R2, ici, et ici, au niveau des terminaisons de cet arbre, donc R2 et R2. Cet R2-là est différent de cet R2-là. Ici, c'est R1 inter R2. Ici, c'est R1 bar inter R2. Ici, on a obtenu une rouge au deuxième tirage, mais on avait obtenu une rouge au premier tirage. Ici, on a obtenu une rouge au deuxième tirage, mais on avait obtenu une noire au premier tirage. Et donc, quelle est la probabilité de R2? La probabilité de R2, c'est justement la probabilité, la somme des probabilités de ces deux événements. R1 inter R2 et R1 bar inter R2. Parce que si l'on obtient une rouge au deuxième tirage, soit on a obtenu aussi une rouge au premier tirage, soit on a obtenu une noire au premier tirage. Et la probabilité de R2 est donc la somme des probabilités de ces deux événements-là. Or, on a vu que la probabilité de cet événement-là, on l'obtient sur l'arbre en considérant le chemin qui va ici à R1 inter R2, là, et en multipliant donc les probabilités que l'on trouve sur les branches de ce chemin. 3 cinquièmes fois 1 demi. Et ensuite, on additionne, c'est la troisième règle, donc pour calculer P de R2, on considère l'ensemble des chemins qui vont à R2, si je puis dire. Donc il y en a un premier ici, un deuxième là, donc il y a deux chemins qui aboutissent à R2. On calcule la probabilité de chacun de ces chemins. On a dit que la probabilité du chemin, c'est le produit des probabilités qu'il y a sur les branches qui constituent ce chemin. Donc 3 cinquièmes fois 1 demi, plus 2 cinquièmes fois 3 quarts. 3 cinquièmes fois 1 demi, plus 2 cinquièmes fois 3 quarts, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Donc 3 cinquièmes fois 1 demi plus 2 cinquièmes fois 3 quarts nous donne la probabilité de R2. Je rappelle les trois règles donc que l'on a données pour les arbres. Première règle, à chaque niveau de l'arbre, quand on a des branches qui partent d'un nœud, la somme des probabilités est égale à 1. Les sommes des probabilités portées par les branches qui partent d'un nœud. Ici, 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes égale 1. Ici, 1 demi plus 1 demi égale 1. Ici, 3 quarts plus 1 quart égale 1. Règle numéro 1. Règle numéro 2, si on cherche la probabilité des issues qui sont là, donc ici R1 inter R2, comment on fait? On considère le chemin qui aboutit là, donc ici, et on multiplie les probabilités portées par les branches qui constituent ce chemin. Donc P de R1 inter R2 est égal à 3 cinquièmes fois 1 demi. P de R1 bar inter R2, c'est 2 cinquièmes fois 3 quarts. C'est quoi R1 bar inter R2? Je le rappelle, c'est l'événement tirer une boule noire au premier tirage et une boule rouge au deuxième tirage. Quelle est la probabilité de cet événement? Tirer une noire au premier tirage et une rouge au deuxième tirage, c'est 2 cinquièmes fois 3 quarts. Troisième règle, pour calculer la probabilité d'un événement ici, par exemple R2, alors R2 ici, vous voyez, il y en a deux. L'un est R1 inter R2, l'autre c'est R1 bar inter R2. On considère les chemins qui aboutissent à R2. Ici, il y en a deux, celui-là et celui-là, et on additionne les probabilités de ces chemins. Donc, probabilité de R2 égale probabilité de ce chemin, c'est-à-dire 3 cinquièmes fois 1 demi, plus probabilité de ce chemin, 2 cinquièmes fois 3 quarts, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Un nouvel exercice pour vous entraîner à utiliser un arbre pondéré pour résoudre des exercices où on nous demande de calculer des probabilités conditionnelles ou des probabilités tout court. Un test salivaire a été mis au point pour détecter une maladie dont 1% de la population est atteinte. Lorsqu'une personne est malade, son test est positif dans 99% des cas. Et lorsqu'elle n'est pas malade, son test est négatif dans 98% des cas. On teste une personne choisie au hasard, on désigne par T l'événement « son test est positif » et par M l'événement « la personne est malade ». On nous demande d'abord de représenter la situation par un arbre pondéré.
puis de déterminer la probabilité pour que le test de la personne soit positif, et enfin la probabilité pour qu'une personne soit malade si son test est positif. Nous allons donc représenter la situation par un arbre pondéré. Il faut tout d'abord commencer par traduire les données de l'énoncé, 1%, 98%, 99%, en termes de probabilité des événements qui nous sont fournis, c'est-à-dire T et M. D'abord, 1% de la population est atteinte par cette maladie. On choisit une personne au hasard dans la population et on appelle M l'événement. Cette personne est malade. Quelle est la probabilité de M? Quelle est la probabilité pour qu'une personne choisie au hasard dans la population soit malade? Comme il y a 1% de la population qui est atteinte, si on choisit au hasard une personne dans la population, probabilité pour que cette personne soit malade est égale à 0,01. Donc on a traduit ce 1% en termes de probabilité. Deuxièmement, on a un 99% qui est lorsqu'une personne est malade, son test est positif dans 99% des cas. C'est-à-dire, sachant qu'elle est malade, son test est positif dans 99% des cas. Ça veut dire que la probabilité pour que le test soit positif, sachant que la personne est malade, est égale à 0,99. Et maintenant, 0,98 ou 98%, lorsque la personne n'est pas malade, son test est négatif dans 98% des cas. Lorsque la personne n'est pas malade, sachant que la personne n'est pas malade, son test est négatif, T bar, T c'est le test positif, T bar c'est le test négatif, P de T bar sachant M bar égale 0,98. Une fois que l'on a traduit les données de l'énoncé en termes de probabilité, on va les reporter sur un arbre pondéré. Alors, on a deux événements, M et T. Par lequel commencer? Est-ce qu'on met M ici ou T ici? Vous voyez que si on met T ici et M ici, on a besoin de probabilité de M sachant T. Et probabilité de M sachant T, on l'a pas. Alors que si l'on pose M ici, M bar ici, donc T ici, T bar ici, T ici, T bar ici, on peut renseigner les pondérations de cet arbre. Pourquoi? Parce que P de T sachant M, on l'a. On va donc renseigner les pondérations. P de M égale 0,01. Donc sur cette branche-là, 1 moins 0,01, ça veut dire 0,99. P de T sachant M, 0,99. Donc sur cette branche-là, comme la somme des probabilités issues d'un même nœud est égale à 1, 0,01. Enfin, P de T bar sachant M bar, 0,98. Donc ici, 0,02. Donc voici l'arbre pondéré qui représente, qui modélise cette situation. Deuxième question. Probabilité pour que le test de la personne soit positif. On va d'abord répondre sans utiliser l'arbre avec la formule des probabilités totales. Donc on va dire, d'après la formule des probabilités totales, donc là on le fait sans même regarder l'arbre, P2, donc on cherche la probabilité pour que le test soit positif, probabilité de T. Probabilité de T est donc égale à probabilité de M fois probabilité de T sachant M plus probabilité de M bar fois probabilité de T sachant M bar. Ça, c'est la formule des probabilités totales. Donc, probabilité de T égale P de M, c'est 0,01 fois P de T sachant M, 0,99 plus P de M bar, 0,99
fois P de T sachant M bar, c'est-à-dire 0, 0,2. Donc ici, on peut mettre 0,99 en facteur, ça fait donc 0,99 fois 0,03. Pour l'instant, on ne va pas le calculer. Donc ça, c'est une première manière de faire sans utiliser l'arbre. Si on veut utiliser l'arbre, donc on va avoir exactement le même résultat, mais on va faire différemment. Comment on va faire? On va donc observer l'arbre. T, on le rencontre ici et ici. Et pour calculer probabilité de T, on va additionner les probabilités des chemins qui conduisent à T. Il y a deux chemins qui conduisent à T, celui-ci et celui-là. Comment on calcule la probabilité d'un chemin? En multipliant tout simplement les probabilités portées par les branches qui constituent ce chemin. Donc là aussi, on va quand même dire, d'après la formule des probabilités totales, P de T, donc je l'ai écrit, c'est exactement la même chose. On additionne donc 0,01 fois 0,99 avec 0,99 fois 0,02. Et on obtient bien la même chose, 0,99 fois 0,03. Faisons la multiplication, 3 fois 9, 27. Ici donc 2, 9, 7. Et alors le nombre de 0, 1, 2, 3. Donc la probabilité pour que le test soit positif est égale à 0,0297, c'est-à-dire 2,97%. La troisième question maintenant, quelle est la probabilité pour que la personne soit malade si son test est positif, sachant que son test est positif? C'est-à-dire, ce que l'on cherche, donc, sachant que son test est positif, quelle est la probabilité pour que la personne soit malade? Donc, P de M sachant T. P de M sachant T, c'est P de M inter T sur P de T. P de T, on l'a calculé précédemment, on a trouvé que c'était 0,99 fois 0,03, c'est-à-dire 0,0297. P de M inter T, qu'est-ce que c'est? On va utiliser l'arbre pour calculer M inter T. M et T. Quelle est la situation où on a M et T? Donc M et T. Une seule possibilité ici. Ici c'est M et T bar, ici c'est M bar et T, et ici c'est M bar et T bar. Donc M inter T. On va utiliser l'arbre pour déterminer la probabilité de M bar inter T. Donc il y a un chemin qui conduit à M inter T, M inter T et pas M bar inter T. Donc il y a un chemin qui mène à M inter T, le voici. Quelle est la probabilité de ce chemin? 0,01 fois 0,99. Et au dénominateur, probabilité de T qui est 0,03 fois 0,99. Donc le résultat 1 tiers. Donc, sachant que le test est positif, la probabilité pour que la personne soit malade est égale à 1 tiers. Ce qui est extrêmement faible, parce que si vous avez une personne qui a un test positif, elle n'a qu'une chance sur 3 d'être vraiment malade. Donc ce test, même si ces chiffres-là, 99% et 98% paraissent extrêmement performants, ne l'est pas vraiment, parce que si un test est positif, la personne n'est malade que dans 1 cas sur 3, et dans 2 cas sur 3, elle n'est pas malade. Et cela est dû au fait qu'il n'y a que 1% de la population qui est atteinte. Pour que la performance du test s'améliore, il faudrait que le nombre de personnes atteintes soit plus grand, beaucoup, beaucoup plus grand. Vous allez maintenant apprendre ce que sont deux événements indépendants. Deux événements A et B sont indépendants lorsque P de A inter B égale P de A fois P de B. P de A inter B égale P de A fois P de B. Une illustration, si on a P de A égale 0,6, P de B égale 0,2 et P de A inter B égale 0,12, on constate que P de A inter B, 0,12, c'est le produit de P de A par P de B. 0,6 fois 0,2, donc A et B sont des événements indépendants.
une propriété, si P de A est différent de 0 et P de B est différent de 0, on peut définir P de B sachant A et P de A sachant B. Alors P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A, et P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et vous voyez que si P de A inter B égale P de A fois P de B, ici au numérateur on a donc P de A fois P de B, les P de A se simplifient, et P de B sachant A, P de B sachant A est égal à P de B. Ici, si P de A inter B égale P de A fois P de B, c'est-à-dire si A et B sont indépendants, on a ici donc au numérateur P de A fois P de B, au dénominateur P de B, donc on obtient P de A sachant B égale P de A. Donc A et B indépendants, si et seulement si P de B sachant A égale P de B, et si et seulement si P de A sachant B égale P de A. Et cette propriété va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la notion d'indépendance. P de B sachant A égale P de B. Ça veut dire que la réalisation de A, sachant A, la réalisation de A, ne modifie pas la probabilité de réalisation de B. Que A soit réalisé ou pas, la probabilité de réalisation de B reste la même. La même chose ici, P de A sachant B, sachant que B est réalisé, on sait que B est réalisé, et cette réalisation ne modifie pas la probabilité de réalisation de A. Par exemple, si vous lancez un dé et simultanément vous lancez une pièce, les résultats de ces deux expériences sont indépendants. C'est-à-dire, par exemple, obtenir un 6 et obtenir face sont deux événements indépendants, parce que les deux expériences n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le résultat de l'un n'altère pas, ne modifie pas, n'impacte pas le résultat de l'autre. Donc deux événements A et B sont indépendants si P de A inter B égale P de A fois P de B. Et on a vu un exemple, par exemple, on avait vu P de A inter B égale 0,12, P de A égale 0,6, P de B égale 0,2, 0,6 fois 0,2 ça fait 0,12, et on en avait conclu que A et B étaient indépendants. Ce cas-là est très peu intéressant. Ce qu'il est intéressant, c'est de procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire avoir deux événements A et B dont on sait qu'ils sont indépendants, comme quand on lance un dé et une pièce, on sait que ces deux événements-là sont indépendants et on utilise la formule alors P de A inter B égale P de A fois P de B. C'est le cas ici, on lance deux fois une pièce. Quelle est la probabilité d'obtenir face au premier lancé et pile au second lancé? On sait que les deux lancés, si la pièce est bien équilibrée, les deux lancés sont indépendants. Le résultat du premier lancé n'influence pas le résultat du second. Donc on va dire soit, alors j'écris dans le détail, soit F1, l'événement obtenir face au premier lancé, et P2, l'événement obtenir pile au deuxième lancé. Alors d'abord, est-ce que l'on est capable de calculer donc probabilité de F1? Probabilité de F1, si la pièce est bien équilibrée, la probabilité d'avoir face quand on lance la pièce, 1,5. Et probabilité de P2, la même chose, on lance la pièce une deuxième fois, la probabilité d'avoir pile est égale à 1,5. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche la probabilité de F1 inter P2. On peut donc dire F1 et P2 sont des événements indépendants parce que les deux lancés sont indépendants, ce qu'on a dit. Le résultat du premier lancé n'impacte pas le résultat du deuxième lancé. P de F1 inter P2 égale P de F1 fois P de P2, c'est-à-dire 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1/4. Deuxième application de la notion d'indépendance, un immeuble est équipé de deux ascenseurs. Le premier ascenseur a une probabilité de 1% de tomber en panne dans les 30 jours et le deuxième ascenseur a une probabilité de 2% de tomber en panne dans les 30 jours. On nous dit
que les pannes d'un ascenseur, la panne d'un ascenseur est un événement indépendant de la panne de l'autre ascenseur. Et on nous demande quelle est la probabilité pour que les deux ascenseurs connaissent une panne dans les 30 jours. On va donc désigner par A1 l'événement panne du premier ascenseur dans les 30 jours, par A2 l'événement panne du second ascenseur dans les 30 jours, P de A1 égale 0,01, P de A2 égale 0,02, ce sont les chiffres de l'énoncé, et on sait de plus que A1 et A2 sont des événements indépendants. Et ce que l'on cherche, c'est P de A1 et A2, c'est-à-dire panne, la probabilité pour que les deux ascenseurs aient une panne dans les 30 jours, donc P de A1 inter A2. P de A1 inter A2, comme A1 et A2 sont des événements indépendants, est égal à P de A1 fois P de A2, c'est-à-dire 0,01 fois 0,02, c'est-à-dire 2/10 millième.